Mes chers amis, je suis rentré d'une semaine passée aux États-Unis d'Amérique, notamment dans la capitale fédérale des États-Unis, où j'ai pu renouer contact avec nos amis, avec nos compagnons de lutte de l'Afrique des libertés qui ne m'avaient pas vu dans ce continent depuis pratiquement 6 ans. En effet, pour des raisons liées à la mauvaise propagande et aux mauvais rapports et aux accusations fallacieuses des dictatures d'Alassane Dramane Ouattara et de l'autocratie macronienne, il nous avait été rendu difficile de remettre les pieds depuis 2019 sur le continent américain. Heureusement, nous avons pu à un moment donné commettre à cette tâche notre équipe d'avocats, dirigée par le mantra du droit, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, grâce auquel, eh bien, une enquête menée en haut lieu par les services d'immigration américaines ont pu établir, après plusieurs mois de consultation, que votre serviteur n'était coupable d'aucune des accusations farfelues que la France-Afrique avait chargées sur son livret de voyage et dans les fiches des aéroports de France et de Navarre. Et dans celle, bien sûr, de l'aéroport autocratique d'Abidjan, tenu en otage par le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. À l'issue de cette enquête qui a établi l'innocence, l'absence du moindre fait, de la moindre preuve, d'une quelconque action ou d'une quelconque menace que représenterait pour des États de droit votre serviteur, les autorités américaines ont daigné nous autoriser à revisiter leur sol, ce que nous avions fait pendant plus de 10 ans auparavant, sans heurts ni anicroche. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons renoué avec ce continent qui est l'une des plus grandes terres africaines au monde. Car comme vous le savez sans doute, c'est grâce au sang des Noirs que l'Amérique a été construite. Depuis la période de la grande accumulation capitalistique de la traite négrière, jusqu'au temps contemporain où il constitue l'essentiel de la classe ouvrière de ce pays, les Africains d'Amérique sont aussi par ailleurs une avant-garde sur le front atlantique. Et c'est d'ailleurs, contrairement à ce que certains ignorants prétendent, au cœur de cette diaspora africaine des États-Unis, cette diaspora africaine américaine qu'est né le panafricanisme. Ce courant politico-métaphysique dont se revendique aujourd'hui fièrement la majorité des Africains éveillés, il faut que vous vous souveniez toujours qu'il a été théorisé pour la première fois par les Africains d'Amérique du Nord, puis il a éveillé tel un flambeau du retour des esclaves d'hier à la liberté, la diaspora africaine d'Europe, littéralement l'inverse du commerce triangulaire, et enfin dans un troisième moment, en épousant et embrasant le grand courant de la négritude et des revendications d'indépendance, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le panafricanisme rentrait dans son bercail ontologique, l'Afrique continentale, l'Afrique berceau de l'humanité. Donc l'Amérique, contrairement aux apparences, est une terre hautement africaine et hautement stratégique pour l'émancipation africaine. Car en fait, l'émancipation du continent africain sera également celle des Africains des diasporas d'Amérique, d'Europe et d'Asie. L'émancipation du continent africain sera aussi l'émancipation des Africains des îles, des grands océans Atlantiques et Indiens. Le processus émancipatoire de l'homme et de la femme africains sur la Terre est un processus dialectique, multisectoriel, multicontinental, planétaire, globalisé, comme la domination et la discrimination anti-africaine sont des processus systématiques, multicontinentaux, des processus globalisés,
ainsi sera l'émancipation. Like it comes, so it goes. C'est précisément comme la discrimination vint contre nos ancêtres et leurs descendants que nous sommes, qu'elle partira par le même chemin. Donc je tiens ici à remercier tous nos amis de la place des États-Unis et surtout nos collègues de l'université Howard pour la chaleur de l'amitié qu'ils nous réservent chaque fois que nous mettons les pieds aux États-Unis. Cela étant dit, revenant des États-Unis, j'ai été une fois de plus imprégné par un fait qui n'est pas suffisamment pris en compte ni dans l'opinion américaine, ni dans l'opinion africaine. Quel est ce fait? Le fait qui m'a marqué, c'est la participation active de plusieurs officiels américains à la dénonciation de l'implication, de la puissance américaine dans le financement du terrorisme qui ensanglante, entre autres, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette semaine passée aux États-Unis a été pour moi l'occasion de m'imprégner de la multiplicité des prises de parole publiques et officielles, de la récurrence des prises de parole publiques et officielles, des hommes et des femmes politiques américains, et notamment des membres des parlements américains. Quand je dis des parlements, je dois dire du Parlement, car le Parlement américain est bicaméral, il est composé d'une Chambre des représentants et d'un Sénat. C'est tout cela qui fait le Parlement américain. J'ai été frappé, en menant une simple enquête, par le très grand nombre de prises de parole, d'officiels, de sénateurs, de représentants, d'hommes et de femmes politiques américains, qui plus est de tous les bords, républicains et démocrates, dénonçant la contribution active de l'État des États-Unis, de la Fédération nord-américaine, au financement du terrorisme. Certes, dans l'ouvrage que j'ai publié à Bamako au Mali, au début de cette année, qui manifestement est un ouvrage phare de l'analyse géopolitique et géostratégique africaine aujourd'hui, j'avais déjà documenté des preuves américaines du financement officiel des organisations terroristes par les États-Unis. Mais quand je les documentais au début janvier 2025, j'étais loin d'imaginer que ces preuves n'étaient que la face visible d'un iceberg de preuves toujours et encore plus nombreuses, toujours et encore plus riches. Au point que je me suis engagé à constituer une nouvelle recherche à part que nous allons appeler exclusivement quand les États-Unis s'auto-accusent, quand les États-Unis avouent tout. Les preuves officielles américaines du soutien américain au terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. Je vais mener une recherche scientifique complète sur ce point et je vais la traduire en anglais américain. De telle façon que quand je reviendrai aux États-Unis, j'exposerai ces travaux basés sur les données officielles américaines à l'ensemble de la communauté politico-scientifique américaine, afin que nul n'ignore que les Africains ont entièrement documenté la responsabilité morale, la responsabilité juridique, la responsabilité politique de la Fédération américaine dans la déstabilisation qu'ils subissent aujourd'hui. C'est un devoir scientifique que nous devons remplir. Et je souhaiterais d'ailleurs que dans ce travail, nous soyons plusieurs scientifiques, africains et américains, qui aient contribué à cela. Voilà pourquoi, dans les 3 mois qui viennent, j'essaierai de contacter le plus grand nombre, d'écrivains, de philosophes, d'analystes des sciences politiques, de journalistes qui voudraient participer à ce volume, intitulé « Quand l'Amérique s'accuse officiellement de soutien au terrorisme ». Dans ce volume, on ne trouvera pas une seule opinion qui soit de Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa. On ne trouvera pas une seule opinion qui soit de tel ou de tel chercheur. Ce sera essentiellement un volume empirique
c'est-à-dire une espèce de bible des preuves officielles du soutien américain au terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. Je dis bien la bible des preuves. Je pense qu'un tel document est une bonne base pour discuter avec la classe politique américaine de tous les bords, et c'est une bonne base pour créer les conditions d'un véritable dialogue afro-américain. Je veux dire un dialogue entre l'Afrique et l'Amérique. Quand j'étais justement aux États-Unis la semaine qui vient de s'achever, qui s'achève, j'ai prononcé 2 courtes allocutions sur la place du Capitole à Washington. Et dans ces allocutions, j'appelais le peuple américain, en français, en anglais et en bassa bantou, africain du Cameroun, à entrer en dialogue avec la société civile africaine. Il est important que nous sachions ce que les Américains ordinaires savent de nous et que nous fassions savoir aux Américains ordinaires ce qu'ils doivent savoir de nous et qu'ils nous fassent savoir ce que nous devons savoir d'eux. Le dialogue exclusif entre les classes politiques n'est pas forcément le plus fécond en termes de transformation et de métamorphose ou d'amélioration des rapports humains. Il nous faut trouver des canaux pour parler à la société civile américaine, pour discuter avec la société civile américaine, c'est-à-dire avec les intellectuels américains, avec la presse américaine, avec les leaders d'opinion américains, avec les influenceurs américains, tous ceux qui prétendent produire une certaine vérité. Il faut que nous, intellectuels africains, militants, activistes panafricanistes, nous leur parlions. Pendant très longtemps, on est resté un peu enfermé dans les cercles de la seule diplomatie politique, la diplomatie officielle. Il nous faut insister, je pense, sur la diplomatie culturelle. Parce que les gouvernements ne changent véritablement que quand ils sont sous la pression de peuples avertis. Et le sentiment que j'ai, depuis que je visite les États-Unis, c'est que l'ignorance de la réalité de l'Afrique s'aggrave au fur et à mesure que les États-Unis s'enfoncent dans le XXIe siècle. Les discussions ordinaires avec les Américains, eh bien, au supermarché, dans les salons de coiffure, les discussions ordinaires dans les pubs, dans les bus, les discussions ordinaires avec eux sur les places publiques, m'ont amené à me rendre compte que leur ignorance de l'Afrique s'aggrave. Ils savent de moins en moins ce que c'est que l'Afrique. Et l'Amérique est massivement, eh bien, jeune. Elle est massivement noire, elle est massivement latino-américaine. L'Amérique est bien sûr toujours blanche. Mais ce qui frappe, c'est que toute discussion approfondie sur l'Afrique, avec l'homme, la femme de la classe moyenne américaine, se heurte à un mur d'ignorance. Autant l'Africain de la classe moyenne, et même de culture moyenne, a une certaine idée précise de ce que c'est que l'Amérique, peut vous dire que New York et Washington se trouvent sur la côte Est, et que San Francisco se trouve sur la côte Ouest, autant l'Américain moyen est incapable de vous situer plus de 3 capitales sur le continent africain. Donc, je pense que nous, société civile, intellectuelle, nous devons créer des ponts pour leur faire prendre conscience. D'abord de ce que nous savons, de ce qu'ils doivent savoir de nous, c'est-à-dire pour ne pas laisser l'image de l'Afrique être déterminée par l'élite politique, l'élite commerciale, industrielle, l'élite militaire et tout ce qu'on a appelé le deep state américain. Ce ne sont pas eux qui doivent faire l'opinion que les Américains ont des Africains. Il faut que le débat sur l'Afrique descende dans le peuple, tout comme le débat sur l'Amérique doit descendre dans le peuple africain. Car entre l'Amérique et l'Afrique, il y a beaucoup à se dire. Il y a beaucoup à transformer, il y a beaucoup à changer, il y a beaucoup à faire. Alors voilà pourquoi je choisis, dans cette première partie de cette émission panoramique, de vous faire écouter deux courtes séries de preuves que j'ai sélectionnées aujourd'hui. 2 petites séries de preuves de l'aveu des officiels américains, l'aveu officiel américain du financement au terrorisme et donc de participation à la déstabilisation active de l'Afrique. C'est tout simplement quelque chose de très grave.
Je ne me contente pas ici, je ne sais pas, comme je l'ai fait jusqu'ici, par exemple, des allégations du président Donald Trump ou des enquêtes sur les conditions de naissance des organisations, eh bien, Al-Qaïda ou l'État islamique, les principales organisations terroristes, dont on sait bien qu'elles sont en effet des mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental au Moyen-Orient et en Afrique. Mais je prends ici d'abord une première preuve que j'ai publiée d'ailleurs à votre disposition sur ma page Facebook. Je l'ai publiée, cette preuve-là. Et je voudrais que nous l'apprécions ensemble. Je prends cette première preuve publiée aujourd'hui. Cette preuve-là, c'est un documentaire intitulé « USAID, quand l'argent des contribuables alimente le terrorisme ». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une version... Imaginez une seconde, voilà. Des centaines de millions de dollars, de l'argent des impôts, oui, envoyés pour l'aide internationale, mais qui en fait finirait par aller à des groupes que le gouvernement américain lui-même qualifie de terroristes. C'est l'accusation, une accusation explosive, on peut le dire, formulée pendant des auditions au Congrès américain. Et ça concerne l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Bienvenue, aujourd'hui on plonge vraiment au cœur de ces auditions, on va regarder de très près les témoignages, les déclarations. Notre but, décortiquer ces allégations précises de financement présumé de groupes terroristes. On se base uniquement sur ce qui a été dit au Congrès. On va parler chiffres, mécanismes présumés, zones géographiques aussi. L'Afghanistan, Gaza. Accrochez-vous parce que franchement, ce qui est soulevé est assez troublant. Peut-être un petit rappel du contexte, c'est utile. L'USAID, ça date de 1961. Mission, aide au développement, assistance humanitaire, classique. Sauf que le ton des auditions qu'on analyse là, il était très très critique, très à charge même. Le représentant Scott Perry, par exemple, il a dit d'emblée que l'agence, elle avait perdu sa route, quoi. Depuis longtemps, il a parlé de dizaines de milliards de dollars par an et que les actions de l'USAID allaient peut-être même contre les intérêts américains. C'est fort. Sa charge était virulente. Il a même dit, je cite en gros, que même les ennemis des États-Unis auraient du mal à faire pire pour nuire au pays. C'est dire le ton. Une charge très lourde, effectivement, pour Scott démarrer. Perry. Alors, allons-y. Déballons tout ça. On commence par l'Afghanistan. C'est un pays, au centre des préoccupations depuis le retrait américain, le retour des talibans. Le représentant Perry, il a sorti un chiffre choc. 697 millions de dollars dépensés par les États-Unis en Afghanistan pour l'année fiscale 2024. Et sur ce montant, une grosse partie, 534 millions, via l'USAID. Le point clé vraiment crucial qu'il soulève, c'est que ces dépenses, elles ont eu lieu après la prise de pouvoir par les talibans. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'il faut rappeler comment les États-Unis voient les talibans. L'OFAC, c'est l'agence du Trésor qui gère les sanctions, eh bien, l'OFAC classe les talibans comme organisation terroriste mondiale spécialement désignée. SDGT en anglais. Donc l'accusation, elle porte sur quoi? Sur l'envoi de sommes publiques énormes vers un territoire qui est contrôlé à 100% par une entité que Washington considère officiellement comme terroriste. Ça interpelle forcément. Et ça ne s'arrête pas là, apparemment. D'après ce représentant Perry, c'est quasi 700 millions annuels, ce serait que la partie visible de l'iceberg financier. Il a aussi parlé de livraison massive d'argent liquide, des palettes de cash, littéralement, entre 40 et 80 millions de dollars, qui arriveraient en Afghanistan toutes les semaines, ou tous les 10 jours. C'est énorme. Il a même cité des noms, des gens au pouvoir là-bas, qui selon lui en profiteraient. Sirajuddin Haqqani, du réseau Haqqani lié aux talibans, désigné terroriste aussi. Et même Abdullah Bin Laden. Des noms qui font froid dans le dos. Oui, et ce qui est particulièrement marquant dans le témoignage de Perry, c'est qu'il décrit des mécanismes de détournement présumés qui, d'après lui, attention, étaient déjà là avant le retrait américain d'août 2021. C'est-à-dire pendant que l'armée américaine était encore sur place. Il a listé toute une série de trucs. Menaces sur le personnel des ONG, les talibans qui s'attribuent le mérite de l'aide, ils interfèrent dans la distribution pour leurs partisans, ils mettent des taxes sur les bénéficiaires, sur la livraison, ils volent la nourriture, le matériel, détournement de fonds pour leurs combattants, extorsion des gens sous prétexte de protection, faux marché public pour récupérer l'argent, et puis bien sûr menaces contre ceux qui oseraient parler. L'argument de fond, c'est ces problèmes, on les connaissait. Ça fait longtemps qu'ils sont documentés. D'accord. Donc,
Si je comprends bien l'argument, non seulement l'argent continuerait d'arriver sous les talibans, mais en plus, les méthodes pour le détourner, elles étaient déjà bien en place avant. Perry a aussi émis de gros doutes sur l'efficacité de certains programmes spécifiques financés par l'USAID, notamment ceux pour les femmes afghanes. Il a cité 60 millions de dollars pour des bourses d'études pour les femmes et 5 millions pour un programme Young Women Lead. Son argument, il s'appuie sur un rapport de l'inspecteur général pour l'Afghanistan, le SIGAR. Il dit « cet argent, il ne peut pas arriver à destination », tout simplement. Parce que les talibans, d'après ce rapport, interdisent aux femmes de parler en public. Donc, leur participation à ces programmes est hyper limitée. Et sa conclusion, dite très crûment pendant l'audition, c'était « vous financez le terrorisme ». Point. Et cette allégation sur l'ampleur de l'argent qui irait en Afghanistan sous les talibans, elle a été, disons, corroborée par un autre témoin, un certain monsieur Roman. Le représentant Tim Burchett lui a posé la question Je vous mets le lien, sur ses livraisons de cash. Et M. Roman a confirmé. Il a dit être au courant de l'envoi de sommes considérables. Il a même donné un chiffre, environ 40 millions de dollars par semaine, aux talibans. Ça semble aller dans le même sens que les montants évoqués par Perry, oui. C'est un tableau assez noir pour l'Afghanistan, si on écoute ces témoignages. Mais les accusations, elles ne s'arrêtent pas là. Un autre point chaud des auditions, c'était Gaza. Surtout après les attaques du 7 octobre par le Hamas. Écoutez. Là aussi, un chiffre énorme a été balancé. 2,1 milliards de dollars, argent des contribuables américains, envoyés à Gaza depuis cette date. Alors pour Gaza, le mécanisme présumé, selon M. Romain, pour expliquer comment l'aide aurait pu aider le Hamas, il est un peu différent de l'Afghanistan. Il a affirmé que l'argent de l'USAID est arrivé à Gaza via ce qu'il appelle des autorisations d'utilisation d'urgence. En gros, des autorisations spéciales qui auraient permis d'accorder des dérogations. Des permissions d'exception, quoi. Le mot anglais, c'est waivers. Et ces dérogations, eh bien, elles auraient court-circuité les contrôles normaux. Le fameux screening, le vetting. Normalement, on vérifie que les bénéficiaires finaux ne sont pas sur la liste noire. Terroristes, sanctions, OFAC, département d'État, Trésor. Attends, si je saisis bien l'accusation, l'urgence humanitaire aurait servi de prétexte en quelque sorte pour suspendre les garde-fous habituels, ceux qui sont censés empêcher l'aide d'aller aux mauvaises personnes. C'est exactement ça, l'allégation de Monsieur Roman. Selon lui, ce contournement des vérifications normales, justifié par l'urgence, aurait eu des conséquences catastrophiques. Il a avancé une estimation choc. 90% de l'aide américaine qui passait par les partenaires locaux de l'USAID à Gaza aurait fini dans des zones contrôlées par le Hamas. Vous voyez ça? Il est allé jusqu'à dire que cette aide américaine a, je cite en substance, financé la capacité du Hamas à survivre jusqu'au cessez-le-feu récent. Vous avez compris? Il affirme qu'il n'y a eu ni réflexion stratégique avant, ni vérification suffisante pour empêcher ça. C'est extrêmement grave comme affirmation, ça. Ça suggère que l'aide, au lieu d'aller juste aux civils, elle aurait pu, indirectement peut-être, mais de façon significative, soutenir l'organisation même que les États-Unis combattent. Absolument. Et ça a mené à un échange particulièrement direct, voire brutal pendant l'audition. Le représentant Burchett a posé la question cash à M. Roman. Est-ce que l'urgence a en fait servi à armer des terroristes pour tuer des civils? Et la réponse de M. Roman, telle que rapportée, simple et glaçante. C'est exact. Waouh! Au-delà de ça, M. Roman a aussi fait une autre allégation très spécifique, toujours sous serment. Elle visait l'administratrice de l'USAID elle-même, Samantha Power. Il a affirmé qu'elle aurait une intention, je cite prudemment, d'empêcher Israël de se défendre. C'est une accusation très personnelle, faite dans un cadre très officiel. Et les inquiétudes soulevées, elles ne se limitent pas à l'Afghanistan et Gaza. Monsieur Roman a élargi le spectre. Il a listé d'autres groupes, désignés terroristes ou hostiles en tout cas, qui, selon lui, auraient reçu une aide indirecte via les fonds américains dans différentes régions. Il a cité explicitement Al-Shabaab en Somalie, le réseau Hamzi au Soudan, et pour l'aide qui passait par la Syrie, il a mentionné le Hamas, le djihad islamique palestinien et même le Hezbollah. Une liste qui couvre plusieurs continents, avec des groupes connus pour leur violence. Ça dessine, si tout ça est vrai, l'image d'un problème peut-être systémique, pas juste quelques cas isolés. Mais alors, comment de tels détournements ou un tel manque de contrôle présumé serait possible à cette échelle? Les témoignages ont aussi essayé d'expliquer ça en pointant des failles potentielles dans le système même de l'aide américaine. Tout à fait. Après avoir décrit les situations présumées sur le terrain, une partie des auditions s'est penchée sur les raisons structurelles. Le Sénégal est au programme, Niantio. C'est le 4e sujet. Et là,
une des affirmations les plus frappantes, c'est sur le rôle de certains acteurs à Washington même. Monsieur Roman a déclaré que des ONG internationales et même certaines agences de l'ONU, des entités qui sont souvent partenaires ou bénéficiaires de l'aide américaine, eh bien, elles feraient activement du lobbying auprès des décideurs américains contre les politiques de vérification et de contrôle, ce fameux vetting, screening, celles qui sont justement là pour empêcher que l'aide soit détournée par des groupes terroristes. Attendez, si je comprends bien l'accusation, ça voudrait dire que des organisations qui reçoivent l'argent du contribuable américain utiliseraient une partie de leur influence pour affaiblir les contrôles sur ce même argent. Bien sûr. C'est assez troublant comme idée. C'est précisément l'accusation. Et elle va même plus loin, avec l'allégation que l'USAID financerait, même indirectement, son propre lobby externe. Un témoin a donné l'exemple d'Interaction. C'est la plus grande coalition d'ONG américaines qui travaille à l'international. Il a été noté d'ailleurs qu'un des autres témoins présents avait travaillé pour Interaction. L'accusation, c'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente. L'argent public finance l'USAID, l'USAID finance ensuite des groupes de pression comme Interaction, via des subventions, des contrats j'imagine, et ces groupes font ensuite du lobbying au Congrès. Pourquoi ? Pour avoir plus de fonds pour l'USAID et potentiellement pour réduire les contraintes de contrôle. Le serpent se mord la queue. Complexe comme dynamique. Le représentant Burchech a essayé de résumer ça de façon assez crue. Il a demandé à Monsieur Roman, donc les contribuables financent ce lobbyiste qui travaille contre les intérêts américains, tuant potentiellement nos alliés et des Américains. Et Monsieur Roman aurait confirmé cette interprétation. L'image donnée, c'est celle d'un système où l'argent public pourrait financer un lobbying qui irait contre la sécurité nationale du pays même qu'il fournit. Une autre faille systémique présumée évoquée, ça concerne un changement de réglementation. Un témoin, Monsieur Primack Burchett, a corrigé son nom pendant l'échange, a affirmé qu'une règle mise en place sous l'administration précédente. Cette règle exigeait une vérification systématique des noms de tous les bénéficiaires finaux dans les zones à risque terroriste, en comparant avec des bases de données de renseignement. Et selon ce Monsieur Primack, cette règle, qui visait donc à renforcer les contrôles au niveau individuel, eh bien, elle aurait été annulée par l'administration Biden. Ah oui. Ah. Si c'est exact, ça suggérerait une baisse délibérée du niveau de contrôle décidé politiquement. Les témoignages ont précisé qui aurait pris cette décision ou pourquoi ? Alors, les extraits qu'on a, ils ne donnent pas ce niveau de détail sur le processus précis derrière cette annulation présumée. Mais l'allégation elle-même, elle pointe vers une possible volonté politique de réduire les contraintes de vérification, peut-être pour aller plus vite, faciliter la distribution de l'aide, mais avec les risques que ça comporte, selon les critiques qui se sont exprimées là. Et le suivi des fonds de l'USAID, au-delà même du financement direct du terrorisme, le représentant Perry a aussi parlé du Pakistan. Il a dit que sur les 20 dernières années, 840 millions de dollars ont été dépensés pour l'éducation là-bas. Et dans ce montant, il a isolé 136 millions pour construire 120 écoles. Sauf que selon lui, il n'y a aucune preuve que ces écoles existent vraiment. Wow. L'inspecteur général n'a pas pu vérifier sur le terrain. Et pour couronner le tout, il ajoute que l'USAID aurait ensuite dépensé 20 millions de plus pour des programmes éducatifs à la télé, parce que les enfants ne pouvaient pas aller dans les écoles physiques. Ils aiment tellement les Pakistanais. Cet exemple, tel que Perry le présente, il vise clairement à souligner un problème plus large, le manque de redevabilité, de résultats concrets, vérifiables. L'idée derrière, c'est où va vraiment l'argent ? Où va l'argent ? Est-ce qu'on peut prouver qu'il sert à ce pourquoi il est prévu ? C'est une question qui va au-delà du financement du terrorisme, mais qui alimente le scepticisme général sur la gestion de l'aide par l'agence. Le docteur des preuves est au travail. Il faut aussi noter un truc visuel utilisé pendant l'audition. Pendant qu'on parlait de financement du terrorisme de groupes hostiles, le représentant Burchett a montré des photos d'armes. Des Kalachnikov, des SKS, des fusils de sniper, des mines antipersonnelles. Il a suggéré qu'elles étaient peut-être de fabrication chinoise. Bon, il faut être précise, aucun lien direct n'a été fait dans les extraits qu'on a entre ces armes et l'aide de l'USAID, mais montrer ces images dans ce contexte, ça visait clairement à renforcer l'inquiétude, à souligner la réalité de l'armement des groupes combattus par les USA, en toile de fond des discussions sur les détournements possibles. Exactement. Si on fait la synthèse de ce qui ressort de ces auditions, telles que rapportées dans nos sources, le cœur des accusations est extrêmement grave.
Vraiment. C'est l'allégation répétée que des sommes énormes de l'aide internationale américaine, gérée en grande partie par l'USAID, finiraient directement ou indirectement dans les mains d'organisations que les États-Unis ont officiellement désignées comme terroristes. Les exemples les plus cités, Taliban en Afghanistan, Hamas à Gaza, mais la liste potentielle est plus longue. Al-Shabaab en Somalie, Hezbollah via la Syrie. Et les mécanismes présumés pour expliquer ça. Ils sont variés à plusieurs niveaux. D'un côté, les détournements sur le terrain. Corruption, violence, extorsion par ces groupes. De l'autre, des failles systémiques présumées à Washington. Contournement des procédures de vérification sous couvert d'urgence, annulation possible de règles de contrôle plus strictes. Et même ce système de lobbying jugé problématique, où des acteurs financés par l'argent public feraient pression pour affaiblir les contrôles. L'accusation fondamentale qui ressort de ces témoignages, c'est donc que l'aide américaine, même avec de bonnes intentions au départ, pourrait en pratique alimenter et soutenir ceux-là même que les États-Unis voient comme des adversaires, voire des ennemis directs. C'est une image très préoccupante qui se dégage de ces comptes rendus d'audition au Congrès. Face à la précision de certains chiffres, à la gravité des mécanismes décrits, aux accusations directes portées par des élus, des témoins sous serment, une question fondamentale reste en suspens. Oui. Basée strictement sur ce qu'on vient d'explorer, comment est-ce possible de garantir la traçabilité, l'intégrité de l'aide internationale? Oui. Surtout quand elle va dans des endroits aussi complexes, instables, dangereux que l'Afghanistan ou Gaza. Comment être sûr qu'elle arrive bien aux populations civiles qui en ont besoin, sans renforcer involontairement, par des failles ou des détournements, des acteurs jugés hostiles? C'est une interrogation majeure qui demeure après l'analyse de ces témoignages très critiques. Alors ça, c'est la première preuve que je voulais vous faire apprécier. C'est un résumé des auditions qui ont eu lieu au Congrès américain. Globalement, elle montre que une très grande partie de l'argent, de l'aide américaine vers les pays du Moyen-Orient et même vers les pays d'Afrique a probablement et même certainement été détournée par des organisations terroristes. Alors que cette aide est supposée s'adresser à des populations civiles en difficulté, on se rend compte qu'elle sert à alimenter les organisations qui mettent les populations civiles en difficulté.